Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Diaspora, grande réunion publique d'information du FPI à Paris. CPI, conférence de mise en état, au Vajab. RDC, actualité en France et pour finir, actualité en Russie. Commençons tout de suite avec la Diaspora, grande réunion publique d'information du FPI à Paris. Le président Laurent Hakoun est à Paris. FPI, grande rencontre du président Hakoun et de la diaspora. Le Front populaire ivoirien invite les démocrates d'horizons diverses, la diaspora ivoirienne et tous les panafricanistes à la grande réunion publique d'information qui se tiendra ce samedi 16 janvier 2016 de 14h30 à 16h30 au 4 rue Olivier Métra, 75 019, métro, place des Fêtes. Cette grande réunion sera présidée par le président délégué Laurent Hakoun en présence d'autres personnalités. Camarades militants et militantes, patriotes et panafricanistes de tous bords, venez partager le message fort du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et donnez vos points de vue pour la bonne marche de notre lutte. Info, Claude Koudou. La lutte continue avec Laurent Gbagbo, on ne lâche rien, on va gagner. Kakri Kaza. Tout de suite, CPI, conférence de mise en état. De Ivoire 114, l'Afrique nouvelle. Le 14 janvier aura lieu une conférence de mise en état. Alors, pouvez-vous nous dire exactement en quoi est-ce que cela va consister? Alors, une conférence de mise en état, en général, c'est une conférence ou c'est une audience dans laquelle les juges décident ou écoutent les parties discuter de certaines questions pratiques procédurales liées au déroulement de la procédure et non pas sur le fond de l'affaire. Là, il se dit aussi dans les journaux que le procureur souhaiterait faire reporter le procès du 28. Est-ce que ces arguments la tiennent? Alors, je n'ai pas d'informations sur cela. L'audience est toujours programmée le 28. D'accord. À votre avis, le procureur est-il prêt pour l'audience du 28? Alors, c'est une question qu'on doit poser au bureau du procureur, mais normalement, les juges s'assurent que les parties sont prêts avant l'ouverture du procès. À partir du 28 janvier 2016, le président Laurent Gbagbo va écrire une page qui viendra alimenter l'histoire de sa longue marche pour la liberté. Nous devrons être à ce rendez-vous, au Vajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye, où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, actualité en RDC. À la une de l'actualité, Troïka stratégique. Le passage en revue de toutes les recommandations prises en 2015
sont là quelques questions abordées par le chef du gouvernement Matata Ponyo au cours de la Troïka stratégique spéciale tenue ce mardi. Cette réunion a relevé la baisse très significative de la croissance économique de la Chine en 2015, situation qui a influencé la baisse de certaines cours des matières premières dans le monde. Et sur le plan national, elle a souligné un taux moyen de création d'emplois par les privés et publics, bien que beaucoup reste encore à faire. Pour les 3 dernières années, nous avons connu des résultats jamais enregistrés dans notre pays, tant en ce qui concerne le taux de change de la monnaie nationale, une stabilité sur 3 ans, sans qu'il y ait une variation de plus d'1%, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous regardez le taux d'inflation qui se situe à 0,8%, donc en dessous de 1%, c'est une situation jamais vécue dans notre pays. Lorsque vous regardez même l'évolution, la balance des paiements, la balance commerciale et surtout le déficit au niveau des finances publiques, vous savez que de tout temps, on avait connu beaucoup de montants colossaux en ce qui concerne le déficit, mais ici déjà le déficit qui est enregistré est en dessous de 200 milliards de francs congolais et par rapport aux prévisions qui se situaient au-delà. Et ceci pour dire que, en tout cas, tous les agrégats macroéconomiques présentent de meilleures perspectives. Je dois dire aussi que du côté de l'emploi, il y a eu création de plusieurs emplois. C'est vrai que le taux de chômage reste élevé, mais des efforts ont été fournis parce que quand on parle de la croissance, elle s'accompagne toujours de la création des emplois. Partout où on crée de nouvelles entreprises, là où on accroît la production, eh bien, il y a toujours la contribution humaine, donc, qui est un facteur de production important. Tout de suite, actualité en France. Alors qu'une partie de la majorité voit en François Hollande le candidat naturel à la présidentielle de 2017, la gauche réclame une primaire par la voie d'une pétition. Les difficultés des bourses chinoises, la baisse du prix du pétrole et la fermeture de plusieurs fonds d'investissement outre-Atlantique laissent présager une nouvelle crise économique mondiale, un crash qui s'annonce pire qu'en 2008. La Turquie a subi une nouvelle attaque terroriste de l'État islamique, en guerre contre la Syrie de Bachar el-Assad, contre les Kurdes du PKK et contre Daesh, Ankara semble de plus en plus isolée. Madame, Monsieur, bonsoir. Une primaire à gauche pour 2017. Lundi, dans les colonnes du journal Libération, des intellectuels, artistes et des politiques ont lancé une pétition pour organiser une grande primaire des gauches et des écologistes. Sur la forme comme sur le fond, il s'agit d'un véritable plaidoyer anti-Hollande. Par ailleurs, le texte ne pose aucun cadre commun aux différentes sensibilités de gauche. De plus, aucun des prétendants à cette primaire n'aura à assurer qu'il ne se présentera pas en cas de défaite. Malgré les incertitudes, l'idée semble séduire les communistes, les Verts et les frondeurs du PS. Et plus de 21 000 personnes ont déjà signé la pétition. Pour sa part, le fondateur du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, a assuré qu'il n'y participerait pas. Les mécontents reprochent au chef de l'État sa ligne droitière et sécuritaire et selon des proches de l'intéressé, il n'est pas question qu'il descende dans l'arène. Pour le député Christophe Caresche, le président sortant a toujours vocation à se représenter. François Hollande avait pourtant affirmé qu'il se soumettrait à cette procédure de sélection en 2017, comme l'exigent les statuts du Parti socialiste. Si François Hollande acceptait une primaire, il pourrait lancer les hostilités contre les Républicains et le Front National en montrant qu'il n'a pas peur de la concurrence. Une concurrence anti-Hollande qui reste pour le moment trop divisée sur le plan des idées et des personnes. Et pour finir, la Russie de Vladimir Poutine. En ce qui concerne la part du pétrole et du gaz, ça fait 9% du produit intérieur brut de la Russie. Arabie Saoudite, ça va faire 47%. Donc vous voyez que c'est complètement différent, évidemment. L'essentiel de l'économie russe ne vient pas du pétrole et du gaz, même si c'est pas négligeable. C'est un pays en fait hautement développé avec un très haut niveau de technologie. Vous savez que le nombre de chercheurs scientifiques en Russie est plus du double du nombre de chercheurs scientifiques en France. Nous avons à peu près 400 000 chercheurs scientifiques en France dans les différents établissements. En Russie, ils sont à peu près 900 000. Et ils en ont plus que l'Allemagne. Donc, pays sous-développé, je crois que c'est un petit peu difficile à défendre comme thèse. Mais il y a des gens qui le croient toujours. Hein, ça, oui. Il y a des gens qui le croient toujours. Moi, je vais souvent en Russie. Si vous voulez, quand vous êtes à Moscou, vous êtes dans une ville comme en Occident. Vous avez même des embouteillages. Bon, donc, je crois que l'économie se porte bien. Alors, c'est vrai qu'elle a subi un freinage.
à la suite de la baisse du cours du pétrole, la baisse du gaz et des sanctions occidentales. Tout cela a freiné la croissance de l'économie, ça c'est exact. Mais il faut bien voir que cette croissance a été très très forte ces dernières années, puisque entre l'an 2000 et l'an 2015, si vous voulez, le produit intérieur brut a été multiplié par 4 et le niveau de vie des Russes a été multiplié par 4. Ça vous explique en partie aussi pourquoi Poutine est si populaire en Russie, si vous voulez, parce que multiplié par 4, c'est quand même un sacré changement, hein, et on le voit quand on va sur place. La croissance économique a été vraiment très très forte. Là aujourd'hui, il y a depuis un an, disons, et cette année, il y a une certaine stagnation. Alors, récession, ça dépend. Enfin, certains parlent de récession 4-5%. Tout dépend des statistiques du FMI. Alors moi, projections, mais il y a les statistiques. Non, il y a les statistiques du FMI, il y a les statistiques de la Banque mondiale qui se contredisent d'ailleurs. Et ces statistiques ont ceci de particulier, c'est que si vous calculez le produit intérieur brut russe comme ça, en valeur monétaire, en fonction de la valeur du rouble, vous avez une récession. Mais si vous calculez le produit intérieur brut en, je suis désolé, c'est un peu technique, en parité de pouvoir d'achat, il y a même une légère croissance. Donc ça dépend beaucoup des instruments statistiques qui sont utilisés. Et c'est lié à la baisse du rouble, en fait. La baisse du rouble a relancé l'économie, comme souvent. Quand une monnaie baisse, en général, alors évidemment les importations sont plus chères, ça c'est l'inconvénient, mais souvent ça relance l'économie, ça facilite les exportations, donc c'est un double effet. Et autrefois d'ailleurs, maintenant on ne peut plus le faire à cause de l'euro, mais autrefois les pays dévaluaient pour relancer leur économie. N'oubliez pas que la Russie est un pays où le taux de chômage est très 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 faible. À Moscou il est de 0. Dans le reste de la Russie, il est de 4-5%, et nous, on est à 11% de chômage. Donc, c'est quand même extrêmement différent, si vous voulez. Alors, tous les pays améliorent leurs statistiques du chômage. Les Américains disent qu'ils sont à 5%, mais on sait qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'Américains qui, entre 15 et 65 ans, sont au travail. Donc, les statistiques américaines sont un peu douteuses. Le chiffre français est à 11, mais on sait qu'on élimine ceux qui travaillent quelques heures par mois, sont sortis des statistiques. Donc, on pourrait non pas considérer qu'on a 3 600 000 chômeurs, mais peut-être probablement le double. Donc est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est un peu la même chose en Russie? Vous avez l'impression que quand vous y allez, tout le monde travaille. Enfin, vous me dites à Moscou, il y a quasiment les gens travaillent même la nuit d'ailleurs, parce que c'est un peu comme aux États-Unis en Russie, c'est-à-dire le droit du travail est extrêmement élastique. Et donc les gens sont embauchés avec des horaires beaucoup plus importants qu'en France. Ils ne sont pas bloqués par les 35 heures, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, la Heritage Foundation, qui est une fondation américaine, publie chaque année un index des libertés économiques, et il considère que la France est derrière la Russie pour deux critères, qui sont le niveau des impôts. Les impôts sont très bas en Russie. L'impôt sur le revenu, c'est 13%, avec une taxe unique, un taux unique. Et puis le droit du travail, qui est beaucoup plus souple. Alors, cela dit, l'expérience que vous faites sur place quand vous allez là-bas, c'est que les chefs d'entreprise vous disent que l'économie tourne bien. Les Français qui vont là-bas, en général, trouvent tout de suite un travail, donc apparemment, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, la Russie importe de la main-d'œuvre maintenant, ça c'est assez nouveau, d'Asie centrale, parce que effectivement, le chômage est très faible et il manque de main-d'œuvre. À Moscou, vous avez quelques centaines de milliers de gens qui viennent des anciennes provinces soviétiques, hein, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, etc. Ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes, parce que ces étrangers ne sont pas toujours très très bien reçus. Voilà. Mais l'immigration en Russie n'est pas sans commune mesure avec celle qu'on connaît en France, bien entendu. Et c'est une immigration de travail, exclusivement de travail pour le coup. Donc moi j'ai l'impression que les statistiques, moi, me donnent l'impression d'être assez fiables. Enfin. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.